Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme parce que le sujet du jour est plutôt costaud et tellement important. Je veux vraiment avoir besoin de toute ton attention. Si c'est pas possible pour toi, n'hésite pas à l'écouter plus tard. Bonne écoute! Tu n'as pas idée à quel point j'ai galéré pour cet épisode. Je crois que je l'ai bien réécrit 10 fois. On va parler d'un sujet vraiment sensible, ultra complexe et qui a déjà ouvert des tonnes de débats, pas toujours très bienveillants dans la communauté du chien. Un sujet dans lequel je n'ai pas franchement envie de mettre les pieds, et pourtant quand je vois le peu de ressources que je trouve quand je cherche sur le sujet, ou en tout cas que je trouve juste et pertinente, je me dis que je me dois de faire cet épisode. Alors on retrousse les manches et on s'y colle, c'est parti. Aujourd'hui, la phrase que j'ai sélectionnée, c'est celle-ci. Mon chien est dominant. Du coup, oui, on va parler de la dominance, en tout cas un peu, mais pas que de ça. La dominance, c'est le sujet dont je n'avais pas franchement envie de te parler, mais je pense qu'il le faut vraiment. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, ce terme est utilisé à tort et à travers, et si tu le tapes sur Google, tu tombes encore sur des choses complètement erronées dans le top des résultats. Et je trouve ça vraiment grave, parce que premièrement, les enjeux peuvent être vraiment terribles pour les chiens. Au nom de la dominance, certains te conseillent encore aujourd'hui de forcer physiquement ton chien à se mettre sur le dos jusqu'à ce qu'il arrête de se défendre ou qu'il montre des signes de soumission, c'est-à-dire de la crainte bien souvent. Je te laisse imaginer l'état de la relation avec ton chien après avoir fait ça. Et ça passe même encore aujourd'hui à la télévision dans des émissions dites éducatives malheureusement. Après, il y a heureusement une majorité de personnes un peu plus nuancées qui croient sincèrement à ce concept, mais qui n'iront jamais jusqu'à de tels actes. Parfois, ils se serviront quand même de ce terme pour justifier tout un tas de trucs que leur chien fait, comme si le fait d'être dominant donnait une sorte d'alibi à tous les comportements indésirables de leur chien, et qu'il ne servait à rien de tenter de changer ça puisqu'il est dominant. C'est un trait de caractère et on ne peut pas le changer. Ensuite, ce qui rend la question de la dominance encore plus délicate, c'est que le concept lui-même est loin d'être clair et précis. Certains considèrent qu'un chien est dominant s'il est agressif envers d'autres chiens, et d'autres pensent qu'il l'est s'il essaye de monopoliser les ressources comme la nourriture ou l'espace. En réalité, la dominance chez les chiens est un concept beaucoup plus complexe et subtil. Il ne s'agit pas simplement d'un trait de caractère qui détermine qui est le patron et qui est le soumis. La dominance, c'est souvent contextuel, et ça dépend de nombreux facteurs, y compris l'âge, le sexe, le tempérament, l'environnement et les expériences passées du chien. En plus, les comportements que nous interprétons comme étant liés à la dominance peuvent en fait être le résultat de nombreuses autres causes, telles que la peur, l'anxiété ou la douleur. Parce que oui, un chien qui a peur peut en venir à l'agression. Surtout si on l'empêche de fuir parce que, par exemple, il est en laisse. Et du coup, imagine tous ces chiens qui ont agressé parce qu'ils étaient terrifiés et à qui on a collé une bonne vieille étiquette de dominant à castrer de toute urgence, ou même pour qui la solution qui a été mise en place a pu être l'euthanasie, alors que ce chien aurait fui si on avait simplement lâché la laisse. En fin de compte, le problème avec l'utilisation du terme dominant, d'après moi, c'est qu'il simplifie à l'extrême une réalité beaucoup plus complexe. Si un chien agresse un autre, cela peut être pour des tas de raisons, comme la peur, par exemple. Il sera bien plus constructif d'observer la situation dans son ensemble, sans se laisser biaiser par les étiquettes posées hâtivement. Mais assez parlé de dominance. Si tu souhaites approfondir le sujet, le livre Dominance, mythe ou réalité de Barry Eaton t'apportera davantage d'éclaircissements. Je te mets les informations en description de cet épisode. Comme je l'ai dit en début d'épisode, c'est toujours pénible pour moi de parler de ce sujet, parce qu'en réalité, pour moi, il s'agit d'un non-sujet. Pourquoi ? Parce que pour étudier ou travailler un comportement, on a besoin de faits concrets, des choses mesurables, observables et non discutables. Or, derrière des étiquettes telles que dominant, soumis, jaloux, têtu, méchant ou autres, on n'a aucune idée de quels sont les comportements à travailler. Ils sonnent d'ailleurs bien plus comme des traits de caractère que des comportements. Et mon métier n'est pas de changer des traits de caractère, je ne sais pas faire ça. Ce sont des termes fourre-tout
qui non seulement ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde, mais en plus ajoutent une connotation négative, comme si le chien qu'on avait en face de nous n'était pas fondamentalement bienveillant, ou qu'il était dans la confrontation perpétuelle avec toi ou avec quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs vrai pour nos chiens, mais c'est également le cas pour nos relations avec les autres de manière générale. Lorsque je pose une étiquette sur un individu, qu'il soit chien ou humain, j'enferme inconsciemment l'autre dans une case. Notre esprit est biaisé par notre perception de la situation et la relation avec l'autre peut vraiment en pâtir. On crée des barrières invisibles qui restreignent la croissance personnelle et limitent les opportunités d'apprendre les uns des autres. Ces étiquettes deviennent des préjugés, des raccourcis qui nous empêchent de voir la richesse et la diversité des individus. Mon point suivant est un peu plus subtil. Tu commences à me connaître, je suis un peu perchée parfois. Cette semaine, c'était l'anniversaire de ma chienne, Leia. Je vais donc en profiter pour te parler un petit peu d'elle, pour illustrer mon dernier point, avant de conclure cet épisode. À son arrivée, Leia était remplie de peur, et même de phobie, particulièrement envers les humains. C'était une situation délicate qui nécessitait des précautions. Utiliser l'étiquette réactive était pratique pour expliquer rapidement la situation à ceux qui pouvaient être amenés à l'approcher, mais en même temps, je réalisais que le fait de dire ça la figeait dans ce rôle. Quelque part, je l'enfermais dans cette étiquette mentalement. Ce qui était contraire à mon objectif, la rendre à l'aise en présence d'humains. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Je crois fort au pouvoir de la visualisation. Et là, il y avait un déséquilibre entre ce que je disais et ce que je voyais dans mon cœur. Alors, pour mettre un peu de distance avec ces paroles, j'ai développé une petite astuce mentale. J'imaginais ouvrir une fenêtre de ma maison intérieure pour dire vers l'extérieur « Ma chienne est réactive !» Et puis, je fermais la fenêtre et je me concentrais sur une vision positive de Leia. Si cette image te parle et que tu me trouves pas trop perché, mets-moi un petit « maison » en commentaire. Ça me fera chaud au cœur de savoir que tu m'as écouté jusqu'au bout. Alors à l'avenir, essayons de maintenir nos esprits ouverts, d'être curieux et de valoriser la complexité de chacun, chien ou humain. La prochaine fois que nous serons tentés de qualifier notre chien d'une manière simpliste, rappelons-nous que derrière chaque étiquette se trouve un être vivant unique, en constante évolution, prêt à dépasser les limites que nous lui avons assignées. Concentrons-nous sur les faits observables et mesurables. Décrire les comportements qu'on observe, plutôt que de les interpréter. Cela nous évitera de prendre bien des risques pour l'avenir de notre relation à nos loulous et nous. Et ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. S'il t'a inspiré, n'hésite vraiment pas à le partager en masse, parce que comme je te le disais en début d'épisode, il y a encore beaucoup de choses erronées qui circulent sur ce sujet, et je pense que c'est vraiment important qu'on essaye d'inverser cette tendance. Et pour ça, je vais avoir besoin de ton aide. Et si tu ne l'as pas vu, j'ai aussi pris la décision de retranscrire tous mes épisodes de podcast à l'écrit. Tu pourras donc maintenant les trouver aussi sur le blog, sur mon site dog-e-motion.be. Prends soin de toi et de ton ou de tes 4 pattes, et à la semaine prochaine!